Bonjour à toutes et bienvenue sur ce webinaire qui vous est proposé par l'association Rose Up. Je suis très contente de vous accueillir aujourd'hui. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Benjamine, chargée d'accompagnement pour ma maison Rose Up. Et donc aujourd'hui, on va parler alimentation et nutrition avec Julie Massé, qui est donc oncodiététicienne. Elle se présentera juste après. Je me permets de vous présenter brièvement l'association Rose Up parce que peut-être que du coup certaines découvrent l'association et l'accompagnement en ligne. Donc Rose Up est une association de patients qui a plus de 10 ans et qui vous accompagne au travers de 3 missions principales qui sont l'information avec le Rose Magazine qui est distribué dans de nombreux centres de soins et que nos adhérentes reçoivent directement dans leur boîte aux lettres. Il y a également, donc, comme on le fait aujourd'hui, l'accompagnement en soins de support dans les maisons Rose Up en physique à Paris et Bordeaux, et puis du coup en ligne avec ma maison Rose Up. Et puis également tout le volet des actions de plaidoyer et de la défense de vos droits. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Rose Up pour trouver tout plein d'informations, puisqu'il y a également de nombreux articles disponibles sur le site directement, et également tout le programme de nos ateliers, webinaires et ateliers en présentiel dans les maisons Rose Up. Merci à vous du coup d'être là, puisque si vous êtes là, c'est que vous êtes adhérent et donc que vous soutenez Rose Up dans toutes ses actions. Et donc, comme je disais, aujourd'hui, on est avec Julie. Et aujourd'hui, Julie, nous allons parler alimentation et ménopause, un sujet qui intéresse un grand nombre de nos adhérentes. Je vais te laisser nous en dire un petit peu plus. Et mesdames, n'hésitez pas à du coup interagir avec nous, à nous écrire dans la partie discussion ou questions-réponses pour rendre ce webinaire plus vivant et participatif. Merci Benjamine. Bonjour à toutes. Donc, comme le disait Benjamine, je suis Julie Massé, je suis diététicienne. Moi, je suis à Bordeaux et j'interviens pour la Maison Rose de Bordeaux depuis presque 5 ans maintenant. Aujourd'hui, et comme à chaque fois que nous nous voyons, nous parlons alimentation. Et aujourd'hui, le thème que nous avons retenu, c'est la ménopause. Alors, je sais que vous êtes souvent très nombreuses à être intéressées par ce thème parce que souvent, malheureusement, dans ces cancers féminins, ils vous concernent en fait. Et parfois bien plus tôt que ce que vous auriez pensé dans votre vie. Malgré tout, le principe aujourd'hui, c'est qu'on puisse échanger autour de ces questions de ménopause. Moi, je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe dans votre corps au moment de cette ménopause et quel retentissement ça a sur votre relation avec la nourriture et sur ce que la nourriture peut faire dans votre corps. Vous allez toutes me parler du poids, de plein de choses comme ça, mais je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il se passe des choses à ce moment de la ménopause et puis surtout, qu'est-ce qui se passe et comment est-ce qu'on peut essayer d'améliorer cette étape de la vie que l'on va toutes traverser à des moments plus ou moins proches aujourd'hui. Alors, comme le disait Benjamine, j'arrive pas à parler, je suis désolée, n'hésitez pas à nous couper et à nous mettre des petits messages dans les questions-réponses. Le principe, c'est vraiment qu'on rende ça vivant et pas que je vous fasse un cours d'1 heure sur la ménopause parce que, bon, vous allez peut-être trouver ça intéressant, mais c'est quand même moins rigolo. Alors, cette ménopause, qu'elle soit induite par les traitements ou qu'elle soit naturelle, elle arrive et il va se passer beaucoup de changements au niveau de votre corps et de votre métabolisme. Il va y avoir des choses qui vont être différentes d'avant la ménopause. Et ça, vous en êtes toutes rendu compte. Et malheureusement, il n'y a pas de possibilité de faire pause. C'est comme ça. C'est le corps qui va s'adapter à ce nouvel état, à cet état où il y aura moins d'hormones à l'intérieur et moins de production d'hormones. C'est comme ça. La première des choses qui va se passer, mais ça c'est quelque chose qui se passe tout au long de notre vie, mais qui va être vraiment plus marqué à ce moment-là, c'est la baisse de notre besoin alimentaire. En fait, on a un métabolisme de base, c'est-à-dire on a une dépense énergétique de base qui est différente pour chacune d'entre nous, qui est différente en fonction de si on est très musclé, qui est différente en fonction de si on est sportive ou pas, qui est différente en fonction de notre poids aussi de base. Alors, je suis désolée, j'ai essayé de couper tous les sources de son qu'il y a autour de moi, mais là, pour le son, je ne pourrais pas faire beaucoup mieux. À Noël, j'aurai un super micro, donc la prochaine fois, après, je vais avoir
des sons meilleurs. Donc, ce métabolisme de base, il varie toute notre vie et en fait, il va descendre de façon assez prononcée à partir de la ménopause. Il va diminuer. C'est-à-dire que pour avoir un poids stable, on va devoir manger moins qu'avant. Ah, voilà. Alors ça, c'est toujours difficile à entendre et pourtant, c'est la réalité. D'ailleurs, la plupart d'entre vous, vous en rendez compte parce que souvent, vous arrivez en me disant « mais j'ai rien changé, j'ai pris du poids, je ne comprends pas ce qui se passe ». Donc, c'est vraiment la première chose que vous allez percevoir, c'est mon poids va augmenter alors que je mange comme avant. Et oui, parce que votre métabolisme a diminué, donc il faudrait manger moins qu'avant pour pouvoir avoir un poids qui se stabilise. Donc ça, c'est la première des choses qui est compliquée. Je vais vous expliquer un peu tout ce qui va se passer et puis on parlera après des solutions qu'on peut trouver pour lutter contre ces choses-là. Il va y avoir aussi une autre chose qui va être liée à ça aussi, c'est la difficulté et la fonte musculaire, la difficulté à faire du muscle et la fonte musculaire que l'on va ressentir à ce moment-là de notre vie aussi. En fait, ce qui se passe, c'est que le métabolisme de notre corps va avoir plus tendance à nous permettre de faire du gras qu'à nous permettre de faire des muscles. Alors qu'avant la ménopause, on pouvait se muscler plus ou moins facilement, ça va être un peu plus difficile et naturellement, notre corps va produire du gras plus facilement. Ça, c'est très vrai chez les femmes dans tous les cas, dans toute la vie. On produit du gras plus facilement que les hommes, par exemple, mais là, ça va être encore plus difficile. Et il faudra avoir absolument une activité sportive pour pouvoir maintenir notre niveau de muscle. Et en fait, c'est interconnecté avec la première des choses que je vous disais, c'est-à-dire la baisse de notre métabolisme, parce que moins on est musclé et moins on dépense d'énergie sans rien faire. Donc, en fait, moins je vais avoir de muscles dans mon corps et moins j'aurai besoin de manger pour pouvoir avoir un poids stabilisé. Donc, plus je vais pouvoir refaire du muscle derrière ça, et plus j'aurai la possibilité de manger comme avant. Et c'est ça toute la difficulté. Et puis aussi, cette perte de muscle, elle me fait aussi perdre de l'énergie, c'est-à-dire que je me sens moins énergique. Pour celles qui ont eu des traitements lourds avec des chimios, par exemple, et qui ont perdu un peu de muscle, hein, c'est souvent ce qui se passe. On sent qu'on a moins d'énergie, que c'est un peu plus difficile à gérer, que notre corps, on a un peu plus de mal à le faire bouger. Tout ça, c'est des choses qui sont interliées. C'est quelque chose qui va arriver au moment de la ménopause et qui va se jouer avec cette perte des hormones, avec cette diminution de production d'hormones. Qu'est-ce qui va se passer d'autre aussi pendant cette ménopause? Il va y avoir aussi quelque chose d'autre qui va arriver, qui va être une petite diminution de notre absorption de calcium par l'alimentation. En fait, toutes les hormones vont nous permettre d'avoir un bon fonctionnement au niveau des os, au niveau de notre… Vous savez, les os sont constamment en train d'être détruits et reconstruits dans notre corps. Ils ne sont jamais fixes, on les creuse un petit peu, on les nettoie et on les refabrique. Et ça se passe tout le long de notre vie. Quand on va passer la ménopause, la chute des hormones dans notre corps va faire que cette absorption de calcium, dont on a besoin pour reconstruire nos os tout le temps, va diminuer. Et donc, on a des risques d'ostéoporose qui vont être augmentés après la ménopause. C'est d'ailleurs souvent le moment où l'ostéoporose apparaît. C'est rarement qu'elle apparaît avant la ménopause, c'est très souvent plutôt autour de 65-70 ans. Mais c'est vrai aussi pour celles qui ont des ménopauses qui sont plus précoces. Quelqu'un qui va avoir un cancer ou qui va avoir une ménopause induite plus tôt dans la vie risque d'avoir aussi des risques d'ostéoporose vachement augmentés plus vite dans sa vie. Donc, c'est important d'avoir cette conscience que ce calcium, il va falloir en consommer. Et puis, je vais vous aider à trouver comment le consommer, mais de façon régulière quand même, pour avoir un apport un peu plus important pour pouvoir faire en sorte de compenser la moins bonne absorption de ce calcium. Il y a quelque chose aussi qui va arriver souvent, c'est que avec la ménopause, on va aussi avoir au niveau de notre intestin des choses qui vont arriver et notamment un ralentissement de la motricité de notre intestin. Notre intestin, vous savez, il est représenté souvent comme des anneaux avec des petits tronçons de tissu. En fait, c'est une représentation qui est fausse. C'est juste qu'il y a des muscles tout le long de notre intestin et que ces muscles se contractent au fur et à mesure. Et ils ne se contractent pas tous en même temps. Donc, vous voyez un tuyau avec deux petits ronds autour. En fait, pour de vrai, le tuyau au milieu, il se contracte aussi. Mais on vous montre une représentation à un instant T. Et ça, c'est ce qu'on appelle la motricité de notre intestin. En fait, c'est le principe de notre intestin. Vous savez, c'est un très, 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 très long tuyau qui part globalement en dessous de notre estomac et qui va aller jusqu'à notre anus. C'est vraiment ce tuyau qui fait une espèce de quantité infinie de tuyaux, eh bien, pour pouvoir permettre au bol alimentaire d'avancer tout le long de ce tuyau, parce que le bol alimentaire va traverser tout ce tuyau pour qu'à la fin, il nous reste uniquement les fesses, les selles, eh bien, il va y avoir un muscle qui va se contracter, des muscles qui vont se contracter tout au long pour pousser le bol alimentaire tout le long de notre intestin. Et ça se passe du jour où on est jusqu'au jour où on meurt.
mais c'est plus ou moins efficace. Et avec la ménopause, on peut avoir un ralentissement de cette motricité. Souvent, ça arrive, et puis ça arrive avec la vieillesse au fur et à mesure du temps aussi. Et ce ralentissement, il va créer des constipations. La plupart du temps, c'est ce que vous allez pouvoir ressentir. Je suis plus souvent constipée qu'avant. Ça, c'est pareil. C'est des choses sur lesquelles on peut travailler un petit peu aussi et trouver des solutions au niveau alimentaire, mais cette constipation, elle peut être une des conséquences de cette ménopause, malheureusement. Il va y avoir aussi une autre conséquence que les femmes perçoivent assez vite, elles aussi, c'est la rétention d'eau. En fait, les tissus vont avoir une capacité plus grande à récupérer de l'eau et donc on va faire de la rétention d'eau, on va garder de l'eau dans notre corps un peu plus qu'avant. Parfois, ça pèse aussi sur la balance pour certaines. Vous avez 1 ou 2 kilos d'eau qui sont gardés dans votre corps qui ne l'étaient pas avant. Ça aussi, c'est lié à la diminution des hormones dans notre corps. Voilà, certains tissus peuvent aller récupérer ça. Qu'est-ce qui va se passer d'autre aussi que j'ai noté? Il va y avoir aussi, on va dire, des gestions de digestion qui vont être un peu différentes. Notre acide chlorhydrique que l'on produit dans notre estomac va diminuer un petit peu. Donc, parfois, on va avoir du mal à digérer certaines choses, plus souvent qu'avant. Et puis, il va y avoir aussi des petites difficultés au niveau des enzymes produits par notre foie, par notre bile et puis par notre pancréas. Parfois, on va digérer un peu moins bien, tout simplement. Et ça, c'est pareil, c'est des choses, on ne s'y attend pas, on ne s'en rend pas forcément compte. Et puis, petit à petit, on voit que c'est des choses qui peuvent exister et qui font partie, malheureusement, de cette étape-là. Ça fait quand même beaucoup de choses qui changent. C'est pas rien. En fait, c'est rigolo parce que, enfin, je ne sais pas si c'est très rigolo, mais la ménopause, on en parle assez peu finalement dans les médias. Alors, c'est en train de changer un peu, je trouve, ces derniers temps, mais c'est vrai qu'on en parle assez peu. Moi, pour tout vous dire, j'ai cherché dans plein de mes livres, de mes études, on n'en parle quasiment pas. En fait, c'est pas un état pathologique, c'est un état normal de la femme. Elle va passer d'une étape à une autre dans sa vie. Et c'est un peu pour ça que c'est peu traité, parce qu'on considère que ce n'est pas une pathologie, ce n'est pas une maladie, en fait. C'est juste on est ménopausé. Malgré tout, ça crée des changements qui sont assez importants dans notre vie. Mais comme c'est un truc de la femme, vous savez, les trucs de la femme, c'est moins important. On y réfléchit un petit peu moins. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que c'est difficile de trouver des ressources sur cet état de ménopause et ça crée plein de difficultés qui sont vraiment de femme à femme, on se les exprime entre nous souvent, et on se les exprime entre femmes ménopausées. Souvent, celles qui ne sont pas encore ménopausées, elles n'ont absolument aucune idée de ce qui les attend. Donc, c'est bien qu'on en discute un petit peu de tout ça, parce qu'effectivement, c'est parfois des grosses surprises. Oui, effectivement, la pilosité peut augmenter ou diminuer en fonction des gens. Ça va être des questions hormonales, ça va dépendre de plein de choses différentes. Mais oui, ça peut jouer. Il y a plein de choses qui peuvent jouer et qui peuvent changer et qui peuvent être parfois même très surprenantes. Ouais, c'est vrai. Il y a plein de choses qui jouent. Vous voyez, si vous faites tout le compte de toutes ces choses qui ont changé dans votre vie, vous vous rendez compte que finalement, ça en fait beaucoup. On aurait de quoi remplir les pages d'un cahier sans grande difficulté. Au niveau alimentaire, je n'aurai pas la solution pour tout. Ça, c'est certain. Pour la pilosité, par exemple, malheureusement, je n'ai pas de solution. Croyez bien, j'ai cherché, mais j'en ai pas. Pour la sécheresse cutanée, ça c'est pareil, j'ai une demi-solution. On va peut-être changer un petit peu ou faire attention à son apport de graisse, mais c'est qu'une demi-solution. La sécheresse cutanée, elle est surtout régulée parce que vous allez pouvoir donner à votre peau directement pour la nourrir, pas que de l'intérieur, mais aussi depuis l'extérieur. Les choses qui vont être pour moi les plus importantes, et c'est souvent celles qui vous touchent le plus, c'est cette question du poids. La plupart du temps, quand on parle de ménopause, les femmes, elles me parlent de poids. Elles ont peur de prendre du poids, ou elles ont pris du poids, ou elles se retrouvent avec une masse de poids qu'elles ont pris et qu'elles auront du mal à accepter. Eh bien, la première des choses, c'est vraiment de comprendre qu'en fait, vous allez devoir manger un peu moins en quantité si vous voulez garder le poids que vous aviez avant. Ou alors, il va falloir avoir une activité physique bien augmentée pour pouvoir faire la balance entre les deux. D'ailleurs, je vous recommande, et ça Benjamin elle m'entend souvent le dire, si jamais vous n'avez jamais fait de sport de votre vie, que vous n'aimez pas ça, que l'activité physique, ça vous barbe, il va falloir s'y mettre quand même. Parce que c'est hyper important de s'y mettre à partir de la ménopause. C'est le top départ pour commencer à avoir une activité physique régulière pour le reste de sa vie. Si vous voulez conserver du muscle et conserver de la force et de la capacité à faire des choses, il faut faire du sport à partir de la ménopause. Peu importe quel âge vous avez, que vous ayez 38 ans ou vous en ayez 60. C'est pareil, il faut absolument se mettre à faire du sport. Alors oui, c'est bon et pour le moral et pour le corps. Ce n'est pas une question de perte de poids ou de prise de poids, c'est une question de maintien du poids en fait. Le fait d'avoir une activité physique va pouvoir nous permettre de faire en sorte que notre muscle reste présent et que donc j'ai besoin d'autant d'énergie à brûler toute la journée.
Si j'ai moins de muscles, j'ai moins besoin d'énergie à brûler toute la journée. Donc, c'est vraiment un calcul de base. Et c'est hyper important que cette mise en place se fasse de façon régulière. C'est-à-dire que vous fassiez de la Zumba ou que vous fassiez un sport beaucoup plus doux, peu importe, mais il faut que ce soit régulier. On n'est pas obligé d'aller brûler 10 000 calories chaque fois qu'on va faire du sport. Ce qu'il faut, c'est entretenir sa masse musculaire. Donc, il n'y a pas de mauvais sport à faire. Il n'y a pas de meilleur sport, c'est la régularité qui va tout changer. Vous pouvez faire, quelqu'un qui me parlait de la marche tout à l'heure, vous pouvez faire que de la marche, aucun problème, mais il faudra faire de la marche très régulièrement et marcher d'un pas en pas. Donc ça, c'est hyper important de partir sur ce point-là. Comment je fais pour maîtriser mon poids à la ménopause? La première des choses à faire, c'est de faire de l'activité physique régulière. Et ça, c'est la base. C'est-à-dire que vraiment, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, sans activité physique, c'est beaucoup plus difficile de maintenir son poids à la ménopause. Au niveau alimentaire, qu'est-ce qui va se passer à cause de cette activité physique? Je vais avoir besoin d'avoir un apport de protéines qui soit régulier. Alors, les protéines, qu'elles soient animales ou végétales, elles sont importantes pour m'aider à constituer le muscle dans mon corps. Le muscle est constitué de ces protéines. Il n'y a pas que lui, hein. Beaucoup de choses dans mon corps sont constituées de protéines, mais le muscle est constitué de protéines. Et ce muscle, je vais avoir besoin de le nourrir parce que lorsque je fais une activité physique, je casse et je reconstruis mon muscle au fur et à mesure. Et donc, j'ai besoin de protéines pour pouvoir nourrir ce muscle, pour pouvoir faire en sorte qu'il soit recréé au fur et à mesure du temps. Les protéines, on va les recevoir grâce à l'alimentation, que ce soit l'alimentation via les végétaux ou que ce soit l'alimentation via les mondes animaux. Donc, la viande, le poisson, les œufs, les produits laitiers, tout ça sont sources de protéines. Autant mais différemment, que les sources de protéines végétales que l'on peut avoir avec les céréales comme le blé, l'orge, l'avoine, tous les autres céréales, le riz, les maïs, ou les légumineuses via les lentilles, les haricots secs, les haricots, il y en a des dizaines, les pois chiches, les petits pois, tout ça, c'est des choses qui vont m'apporter des protéines, mais différemment. Alors, je ne vais pas faire la grosse explication des protéines aujourd'hui. Globalement, pour vous la faire simple, on a besoin de certains constituants de ces protéines qui viennent dans notre alimentation. Le monde animal nous apporte tous les constituants dont nous avons besoin, tout le temps. C'est-à-dire qu'on est viande, poisson, œufs ou produits laitiers, il y a toujours tous les constituants dont on a besoin dans notre alimentation qui sont présents. Et le monde végétal, nous, ne nous apporte pas toujours tous les constituants dont nous avons besoin. Certains participants du monde végétal vont nous apporter certains constituants et d'autres constituants. Et en fait, lorsque l'on met les deux ensemble, ça va nous apporter quelque chose qui va être similaire à la viande, le poisson ou les œufs. J'espère que c'est à peu près clair quand je le dis comme ça. Oui, et je dirais que pour compléter, si vous voulez tout savoir sur les protéines, il y a un webinaire qui est disponible en replay que Julie nous a fait il y a quelques temps. Donc, n'hésitez pas, pour aller un petit peu plus loin là-dessus, à regarder les replays qui existent. Oui, parce que là, pour le coup, vous comprendrez mieux. Et comme aujourd'hui, on ne va pas parler que de ça, c'est important que j'aille un peu vite avec mes protéines. Globalement, le principe, c'est de manger assez de constituants des protéines pour qu'ils puissent nous permettre de constituer nos muscles et de fabriquer nos muscles. Donc, que ce soit de la consommation de mon animal, viande, poisson, œufs, produits laitiers, qui sont des aliments qui sont recommandés aujourd'hui 1 fois par jour au minimum, et le produit laitier, c'est 2 fois par jour qui sont recommandés aujourd'hui, ou que ce soit via le monde végétal avec donc des féculents qui sont soit des céréales, soit des légumineuses, qui sont nos principaux apports de protéines du monde végétal, même si on a des protéines dans les légumes et les fruits aussi. Et ceux-là, ils sont recommandés à chaque repas. Manger soit des céréales, soit des légumineuses, à chaque repas, on est censé en avoir un petit peu. Ce sont des apports de sucre lent, en plus d'être des apports de protéines végétales. Donc, c'est vraiment quelque chose que l'on doit retrouver dans notre assiette de façon régulière. Ces protéines, on a besoin d'en manger régulièrement. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se mettent à manger moins de viande ou moins de poisson pour des raisons parfois éthiques, parfois pour des raisons financières, parce que ça fait partie aussi des produits qui sont devenus très chers. Ça n'est pas grave, vous pouvez complètement compenser cette alimentation, ce défaut de votre alimentation par d'autres sources alimentaires. Ce que je vous expliquais, vous pouvez manger des protéines végétales de façon plus régulière, comme c'est fait dans toutes les cultures du monde, version végétarien, c'est-à-dire je mélange dans la même journée des céréales et des légumineuses
pour en avoir un bon apport de protéines. Attention, il y a 2 végétaux qui nous apportent autant de protéines que la viande, le poisson ou les œufs, sont le soja et le quinoa. Alors, je parle du soja parce que peut-être que une partie d'entre vous est sous hormonothérapie. Le soja est complètement déconseillé en France sous hormonothérapie. On vous demande de ne pas en consommer, donc consommer le moins possible, c'est-à-dire des traces. Faites attention si vous souhaitez avoir une alimentation qui est plus végétale et moins animale. Vous faites attention à ne pas consommer de produits à base de soja, qui sont quand même une grande partie des produits que l'on retrouve faits par les industries agroalimentaires pour remplacer la viande ou le poisson. Vous pouvez quand même trouver d'autres produits qui sont faits à base de séitan, qui est des protéines de blé, donc dans lesquelles il n'y a absolument pas de soja, mais qui sont source de protéines intéressantes aussi. Faites bien attention lorsque vous achetez des produits des industries agroalimentaires. Aujourd'hui, ils n'ont plus le droit d'utiliser les mentions steak, voilà, de choses qui ressemblent à des produits animaux. Malgré tout, parfois, ce n'est pas toujours très clair ce qu'ils écrivent, donc n'hésitez pas quand même à aller regarder sur les étiquettes s'il y a beaucoup de soja, s'il n'y en a pas, voilà. Parce que c'est quand même très décommandé et les médecins vous demandent de ne pas manger de soja lorsque vous êtes sous hormonothérapie. Déjà, c'est pas mal. On s'est mis à faire du sport et à bien faire attention à notre quantité de protéines. Déjà, ça nous aide à limiter un peu ces difficultés avec notre poids. La deuxième des choses, c'est qu'on va essayer de lutter contre la fabrication des graisses. Le quinoa, on peut en consommer, hein. Il n'y a aucun problème avec ça. C'est une bonne source de protéines, c'est une bonne source de sucre lent aussi, donc allez-y, c'est plutôt un très bon aliment. D'ailleurs, Cocorico, on en fabrique pas mal dans le sud-ouest, enfin on en fait pousser pas mal dans le sud-ouest, donc vous pouvez manger du quinoa français. Voilà, c'est très bien. La deuxième des choses à laquelle on va s'attaquer du coup, c'est à éviter de fabriquer des graisses, puisque je vous ai dit on diminue notre possibilité de faire du muscle et on augmente notre possibilité de faire faire du gras. Donc, on va travailler à éviter de faire du gras. Comment on fait pour éviter de faire du gras? Alors, c'est pas facile, hein. Il y a une grosse difficulté. La première, c'est que si je mange trop, je vais faire du gras. Globalement, c'est ça. Si je mange trop par rapport à ce dont j'ai besoin, je vais naturellement faire du gras. Vous savez pourquoi? Parce que notre corps, il est hyper conservateur et que même s'il a trop, il ne sait pas enlever ce qu'il a en trop. Et ce qu'il sait faire, c'est garder pour plus tard. On vient quand même d'animaux, et les animaux, ça ne mangeait pas tous les jours, donc on garde pour plus tard si on en a besoin. Et ça, on ne l'a pas perdu, hein. On a perdu certains poils, mais on n'a pas tout perdu. Donc voilà, ça, on l'a gardé. Si on ne mange pas assez, si on mange trop, on va faire du gras et on va faire des réserves pour plus tard. Certaines personnes, chez qui c'est plus vrai que d'autres. Vous avez des gens qui vont être naturellement un peu plus gros que d'autres. Vous avez des gens qui vont avoir naturellement plus de facilité à faire du gras que d'autres. Mais ça, c'est la génétique, c'est le loto de la génétique. Ça, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas du tout. Malgré tout, si on veut essayer d'éviter de faire du gras, eh bien, il faut essayer de manger les bonnes quantités au bon moment et d'adapter son alimentation à son activité physique aussi. Si je n'ai pas d'activité physique, il va falloir que je diminue mon alimentation. Si j'ai une activité physique régulière, je vais pouvoir continuer à manger, peut-être comme avant. En tout cas, il faut suivre l'évolution de son poids, parce que parfois, je monte un peu, je redescends un peu dans une semaine, c'est des choses qui sont complètement normales. Ou je suis partie en vacances pendant 15 jours, j'ai pris 2 kilos, je vais les reperdre dans les 3 semaines qui vont suivre, ça, c'est des choses qui sont complètement normales. Il ne faut peut-être pas s'affoler au premier kilo qui arrive, parce que parfois, naturellement, on va le rééquilibrer à un moment ou à un autre. Mais il faut suivre son poids, peut-être en se pesant une fois toutes les 2 ou 3 semaines, pour voir où on en est, pour voir comment ça évolue, et pour ne pas laisser 5 kilos s'installer tout seul d'un coup. Parce que c'est souvent ça, dans la première année de la ménopause, il y a 4 ou 5 kilos qui s'installent. Alors, ce n'est pas énorme, 4 ou 5 kilos en soi, mais c'est toujours assez difficile à accepter parce que ça représente une taille de vêtement, 5 kilos à peu près, donc voilà, ça peut être un peu délicat. Si on veut les éviter, on les surveille. Quand on voit qu'il y a 2-3 kilos, puis que ça fait quelques mois quand même que ce poids arrive et s'installe, c'est peut-être le bon moment pour se dire je dois réévaluer mes quantités alimentaires. Elles sont peut-être plus en cohérence avec ce que j'ai besoin de faire aujourd'hui. N'hésitez pas à consulter à ce moment-là un collègue, une collègue qui peut peut-être vous soutenir et vous aider dans cette démarche. Ce n'est pas toujours évident de le faire seul. Je me méfie pas mal des applications avec les calculs de calories, dont je ne donnerai pas de nom parce qu'il en existe plein. Si c'était aussi simple que simplement calculer des calories pour vous aider à maigrir, on n'aurait pas beaucoup de travail à faire avec vous. Souvent, il en faut un petit peu plus. Ça peut être une aide pour vous au départ, ça peut être un soutien pour démarrer peut-être votre prise en charge, mais je vous enjoins à vous faire aider de façon plus globale et c'est souvent bien plus efficace.
Donc, je vais faire attention à ça. Pour éviter de fabriquer du gras, je vais aussi faire attention à ma consommation de certains aliments. Qu'est-ce qui va me faire fabriquer du gras le plus? Alors, c'est assez peu les protéines parce qu'on va souvent les utiliser pour constituer des choses dans notre corps. Les matières grasses, certaines peuvent nous faire fabriquer du gras parce qu'elles sont très riches en calories. Donc, si on a tendance à manger un peu trop gras, eh bien oui, on va pouvoir fabriquer un peu plus facilement du gras. Et c'est vrai aussi pour les sucres. Si on a tendance à consommer trop de produits qui nous amènent beaucoup de sucre, que ce soit des sucres lents ou des sucres rapides, on va aussi avoir tendance à fabriquer du gras. D'autant plus si ce sont des produits qui emmènent beaucoup de sucre rapide. Je le dis, je ne suis pas du tout contre la consommation de sucre, ce serait une aberration de le dire. C'est le carburant de notre corps, c'est hyper important de consommer des sucres, mais les sucres rapides, on n'a pas de grand besoin de consommation de sucre rapide, donc on n'est pas censé en consommer des grandes quantités. Et c'est souvent à ça qu'il faut faire attention au point de départ, parce qu'on est une société qui consomme assez facilement du sucre. On est les premiers producteurs mondiaux de sucre, c'est pas pour rien. On a une bouche sucrée, et avec la ménopause, la bouche sucrée, alors certains plus que d'autres bien sûr, mais avec la ménopause et avec le vieillissement, la bouche sucrée augmente. C'est-à-dire que plus on avance en âge, plus on a de plaisir à manger des produits sucrés. Donc il faut faire attention à ces produits sucrés qui parfois peuvent induire une prise de masse grasse un peu plus importante. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas en consommer, j'ai dit qu'il fallait faire attention à leur consommation. Ça n'est pas du tout la même histoire. Ça, c'est des choses qu'il faut peut-être revoir dans notre comportement, faire un petit bilan auprès d'un collègue, voir où on en est, est-ce que notre consommation de sucre est trop importante ou pas, dans quoi je consomme des sucres, parce que parfois, on a des surprises, on me dit « Oh, mais non, je ne mange pas du tout », et puis on se rend compte qu'en fait, c'est un petit peu plus que ce qu'on imaginait à la base. Donc, c'est intéressant d'avoir un petit peu voilà, une petit soutien pour comprendre un petit peu tout ce que j'en trouve à l'intérieur. Julie, je Dis-moi. profite pour dire que la semaine prochaine, justement, nous parlerons du sucre avec toi. Donc, si vous voulez en savoir plus sur le sucre dans votre alimentation, eh ben, je vous donne rendez-vous lundi prochain Même heure, avec même Julie. endroit. Voilà. On sera là, on parlera du sucre. Et la semaine d'après, on fera la cuisine ensemble. Donc, ce sera chouette, parfait. Ouais, donc c'est consommation de sucre. C'est pas le diable absolument, mais je pense que c'est des questions à réévaluer parce que voilà, parfois il se cache dans des choses où on n'a pas l'impression qu'il est là. Donc globalement, ça c'est les premiers pas pour pouvoir vous aider à stabiliser votre poids après cette ménopause, ou en tout cas dans la mise en route de cette ménopause, la première, la deuxième année de la ménopause, c'est la mise en route. On va s'en taper quelques années après la ménopause. Donc, vous vous doutez bien que les premières années, on peut appeler ça la mise en route parce que, bon, souvent, on a encore des bouffées de chaleur, des trucs qui ne sont pas très, très rigolos dans les premières années. Donc, après, ça va passer. On va passer à une autre étape. Mais voilà, souvent, les prises de poids, elles viennent aussi à ce moment-là parce que se réadapter, ce n'est pas hyper facile. Et puis, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne nous en parle jamais de ça, en fait. C'est une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. On sait que ça va arriver, mais on ne sait pas vraiment comment ça va se passer. Donc, voilà, ce n'est pas toujours facile de se rééquilibrer à ce moment-là. À quoi il va falloir faire attention au niveau alimentaire pour toutes les autres difficultés dont j'ai parlé? Parce que j'ai parlé de l'ostéoporose qui augmente en termes de risque. J'ai aussi parlé de la constipation, j'ai aussi parlé des difficultés de digestion qui sont plus importantes, j'ai aussi parlé de tout ça, de toutes ces choses qui peuvent arriver au niveau de notre système digestif qui va ralentir un petit peu lui aussi. Tout ça, il y a plein de petites choses que l'on va pouvoir mettre en place. Pour la question de l'ostéoporose, alors, il n'est pas nécessaire de multiplier par 2 ces apports en calcium, bien loin de ça, c'est plus vraiment les recommandations qu'on a aujourd'hui. On va peut-être essayer de varier sur toutes ces sources d'apport de calcium pour avoir des sources qui vont être plus ou moins bien digérées. Vous savez que dans notre corps, il y a des choses qu'on digère plus ou moins bien, enfin qu'on absorbe plus ou moins bien via notre intestin. Et les sources de calcium, en fait, il en existe plein. Tout le monde pense, quand on pense calcium, tout le monde pense aux produits laitiers. C'est une des sources de calcium importantes de notre alimentation, mais tout le monde ne consomme pas de produits laitiers. Et comment ils font, les gens qui ne consomment pas de produits laitiers? Ils les ont, ce calcium, ils le récupèrent via d'autres produits alimentaires, comme par exemple les fruits et les légumes, qui sont notre deuxième source de calcium. Donc ça, c'est quand même assez magique. Souvent, ce qui se passe, c'est que je vais augmenter ma consommation de fruits et légumes puisque je fais attention à mon alimentation. Et donc, c'est très bien parce que du coup, je vais augmenter mon apport de calcium via ces fruits et légumes. Ça, c'est très intéressant. C'est vraiment la deuxième source de calcium dans notre alimentation. On n'est pas à équivalent avec les produits laitiers, mais on n'est pas très loin. Donc, c'est extrêmement important de consommer les fruits et légumes.
La deuxième chose qui va pouvoir m'apporter aussi pas mal de calcium, ça va être les fruits secs. Alors, les oléagineux, pas les fruits séchés, mais les oléagineux. Les noix, les noisettes, les amandes. Les amandes sont très, très riches en calcium, par exemple. Ces aliments-là, depuis quelques années, sont recommandés une poignée par jour. Une poignée, ça veut dire entre 5 et 10 unités globalement. Ils sont recommandés une poignée par jour parce qu'ils sont source de calcium, donc ils sont très intéressants. Et puis pour les bons gras, on reparlera des graisses tout à l'heure, et pour les bons gras qu'ils nous apportent. Mais autrefois, on disait 3 produits laitiers par jour, maintenant on dit 2 produits laitiers par jour et une poignée d'oléagineux. Donc vous voyez, on évolue aussi dans les apports que l'on recherche. Vous avez d'autres apports qui peuvent être intéressants via les herbes aromatiques, par exemple. Le persil, le basilic sont des herbes qui peuvent être riches en calcium aussi, qui vont apporter un peu de calcium, un peu de vitamine C. Ce sont des choses intéressantes, donc il ne faut pas les négliger. Avoir, si on peut, dans sa cuisine, une petite jardinière avec quelques herbes aromatiques, c'est chouette, mais il y en a aussi au congélateur et c'est très bien, ça apporte aussi des choses intéressantes. Celles qui sont séchées le sont un tout petit peu moins parce qu'on a perdu aussi la vitamine C, mais c'est pas grave, ça reste intéressant aussi. Ces herbes aromatiques, c'est aussi des champions de plein de choses, donc il ne faut pas les négliger. Et la dernière source de calcium que l'on peut avoir assez facilement, ce sont les eaux de boisson, que ce soit des eaux gazeuses ou plates. Vous en avez plusieurs différentes. Courmayeur est intéressante pour le calcium, par exemple. Voilà, ou Contrex est intéressant pour le calcium aussi. Dans les eaux gazeuses, je ne me souviens plus, ça ne me revient pas évidemment. Au moment où je vous parle, vous regarderez. Vous trouverez assez facilement cette donnée-là sur Internet. En tout cas, ça, c'est pareil, ce n'est pas négligeable, les apports que ça va vous donner. C'est même assez important, on peut beaucoup augmenter, juste avec 1 litre d'eau par jour, on peut augmenter pas mal ces apports de calcium. Et il y a des eaux qui sont vraiment très riches. Et la dernière source que je trouve assez rigolote, et qui est une vraie source très intéressante, ce sont les poissons confits, c'est-à-dire quand on mange des poissons en conserve, comme le maquereau ou la sardine, source de poissons gras, donc c'est assez intéressant. Rien que ça me permet de diversifier beaucoup mes apports alimentaires. Je ne vais pas avoir le calcium uniquement dans mes 2 produits laitiers que je mangeais tous les jours, je vais l'avoir dans plein de choses différentes. Et ça, j'ai besoin d'en consommer pour limiter, merci Delphine, de limiter aussi, donc Delphine nous dit que Rosanna apporte aussi beaucoup de calcium, nous permettent d'augmenter, plutôt que de limiter, d'augmenter ces apports de calcium. Et oui, la vitamine D, vous avez raison, va nous aider, Marie-Cécile, merci, va nous aider à fixer le calcium. Alors, la vitamine D, on la récupère comment dans l'alimentation, vous savez? Alors, la vitamine D, voilà, et bien sûr, vous n'allez pas me répondre, mais la vitamine D, on va la récupérer. Alors, elle est souvent dans les produits laitiers, ils sont enrichis en vitamine D, certains produits laitiers, même certains produits qui ne sont pas des vrais produits laitiers, qu'on appelle les jus, comme le jus d'amande, enfin, on appelle le lait hein, dans la vie de tous les jours, mais que nous, on appelle les jus d'amande, le jus de riz, tout ça. Ils sont souvent enrichis et en calcium et en vitamine D. La vitamine D, c'est aussi quelque chose que l'on va faire en exposant, surtout l'intérieur des bras, c'est pour ça que je vous montre mes bras, au soleil. Alors vous, lorsque vous avez des traitements, si vous êtes en traitement pour votre cancer, évidemment, vous fuyez le soleil et c'est très bien. On va vous donner des compléments oraux pour pouvoir vous permettre d'avoir assez de vitamine D. Alors soit on va vous donner des unidoses que l'on va prendre tous les 3 mois, soit on va vous conseiller de prendre des petites gouttes de vitamine D 3 régulièrement, tous les jours d'ailleurs. Ça, vous en parlez avec votre médecin, vous en parlez avec votre pharmacien, c'est eux qui vont vous donner des conseils pour ça. Souvent, ils ont leur méthode préférée chacun. Mais normalement, ces vitamines D, on la fabrique déjà, nous, en partie, la moitié de ce dont on a besoin, et le reste, on va le récupérer, particulièrement pas les produits laitiers, assez peu par le reste de l'alimentation. Et on a une question de Noémie qui dit: pensez-vous des compléments type orocalque que les médecins prescrivent? Si vous les prescrivez, c'est parce qu'eux, ils pensent que c'est important pour vous. Alors, si vous n'en êtes pas certaine, discutez-en avec eux. Pour le coup, quand ils vous les prescrivent, en général, c'est parce qu'ils considèrent que vous avez besoin, que vous avez une carence et que c'est important que vous complémentez cette carence. On peut avoir l'impression que ce n'est pas nécessaire et qu'on n'a pas forcément besoin de certains produits. Dans ces cas-là, c'est important d'en parler avec votre médecin pour savoir pourquoi il vous le prescrit et puis s'il pense que c'est extrêmement important de le prendre maintenant ou si ça peut attendre un petit peu. Malgré tout, sans discuter avec eux, c'est difficile de vous dire si c'est intéressant pour vous ou pas parce que
c'est eux qui vous connaissent et c'est eux qui savent pourquoi ils peuvent prescrire ça. Rediscutez-en si vous avez l'impression que ce n'est pas une bonne idée, parce que peut-être qu'ils peuvent trouver des solutions avec vous pour faire différemment. Donc, voilà ces différentes sources de calcium, de vitamine D pour pouvoir nous aider à fixer un petit peu mieux ce calcium. Comme les enfants, hein, vous savez, vous pouvez aussi manger des danoninos, des petits, tous les produits qui sont prévus pour les enfants, beaucoup de produits laitiers, bien sûr, ce n'est pas interdit. Au contraire, hein, alors attention, je ne milite pas particulièrement pour les produits laitiers, chacun mange ce qu'il a envie. Malgré tout, ils sont quand même des bons aliments et dans toute la recherche contre le cancer, on a quand même plutôt la preuve que ce sont des aliments qui sont positifs plus que négatifs pour nous. Malgré tout, vous choisissez ce que vous mettez dans votre assiette. Et moi, j'ai rien contre. J'ai dit que j'allais parler un petit peu de cette question des matières grasses parce que c'est toujours important de refaire un petit point autour des matières grasses. Alors, avec l'âge qui avance, on va aussi avoir des inflammations un peu plus récurrentes dans le corps pour 1000 raisons. Alors, ce n'est pas qu'une question d'âge, hein, c'est aussi l'ostéoporose qui crée un système qui fonctionne un petit peu moins bien dans notre corps. Et pour 1000 raisons, on va avoir des douleurs articulaires, ça souvent vous en parlez, hein, des douleurs articulaires, des difficultés de X ou X type de petites inflammations qui se créent dans notre corps. Qu'est-ce qui va nous aider à lutter contre les inflammations? Eh bien, certaines matières grasses qui ont un effet anti-inflammatoire important, comme les oméga 3. Alors, il existe plusieurs types de matières grasses dans notre alimentation. On va avoir des matières grasses qu'on dit plutôt saturées et des matières grasses qu'on dit plutôt insaturées. Alors, ce sont des mots pour parler de conformation chimique. Donc, c'est vraiment de la chimie. Je ne vais pas du tout vous faire un cours de chimie, ce n'est pas le principe. Mais globalement, on va dire qu'il y a certaines matières grasses dont on a plus besoin que d'autres. Les matières grasses saturées, on en a besoin en petite quantité, alors que les matières grasses insaturées, elles sont plutôt protectrices pour notre système cardiovasculaire, elles sont plutôt intéressantes pour le fonctionnement de notre corps et elles sont aussi plutôt anti-inflammatoires. Donc, on va plutôt aller chercher ces matières grasses-là en plus grande quantité que les autres. On va voir ça comme ça. Les matières grasses saturées, c'est toutes les matières grasses qu'on va retrouver dans le monde animal en particulier. Il y en a aussi dans le monde végétal. Par exemple, l'huile de coco est très riche en matières grasses saturées, mais elles sont riches dans des choses différentes. Dans le monde animal, c'est principalement des matières grasses saturées, mais vous savez qu'il y en a certaines qui sont plus intéressantes que d'autres. Vous savez, quand on parle de graisse, par exemple, on dirait le gras de canard, qui sera meilleur pour la santé que la graisse de cochon, par exemple. Et ben, c'est un peu pareil pour l'huile de coco, qui est un peu meilleure pour la santé que la graisse de cochon, par exemple aussi. Ces matières grasses saturées, elles sont apportées par notre alimentation en général, même si on ne consomme pas de produits fabriqués par les industries agroalimentaires et qu'on fait toute notre cuisine, on aura quand même beaucoup de matières grasses saturées parce que c'est la base de notre alimentation d'avoir des matières grasses saturées dans la viande, le poisson, les œufs, les produits laitiers. C'est comme ça fait partie de notre vie. Ce n'est pas ce qu'il faut qu'on apporte en majorité, mais on en aura forcément un petit peu dans notre alimentation. Et les matières grasses insaturées, on va les retrouver plutôt donc dans le monde végétal, on va les récupérer plutôt dans les huiles. Les huiles, il en existe des centaines différentes, il y a beaucoup de produits qui apportent des huiles. On va aussi les retrouver dans les produits oléagineux, c'est-à-dire qu'ils sont capables de faire des huiles mais qui ne font pas forcément de l'huile. La noix, vous pouvez la manger sous forme d'huile et vous pouvez la manger sous forme de noix, comme ça en la croquant. L'avocat, par exemple, vous pourriez le manger sous forme d'huile, mais la plupart du temps, vous allez plutôt le manger sous forme de légumes. Donc, voilà, tous ces produits-là vont nous apporter plutôt des graisses insaturées, voire polyinsaturées, qui sont les plus intéressantes pour nous, qui sont les fameuses oméga. Alors, ces oméga, on en parle souvent. Les plus intéressants ou les plus importants dans notre alimentation, c'est les oméga 9, les oméga 6 et les oméga 3. Les oméga 6, on ne vous en parlera jamais parce qu'en fait, on en consomme dans tout ce qu'on mange en graisse. Des oméga 6, il y en a dans toutes les graisses et on en consomme trop. Donc, on ne vous en parlera pas parce qu'on ne cherche surtout pas à ce que vous en mangiez plus. Les oméga 9, on va en trouver principalement dans l'huile d'olive. Moi, je suis du sud-ouest, on a une culture de l'huile d'olive, donc chez nous, c'est normal, tout le monde mange une cuisine à l'huile d'olive, ce qui est moins vrai dans le Nord. Vous avez plutôt tendance à cuisiner avec du gras animal ou plutôt du beurre ou plutôt du saindoux. Donc, attention, c'est plus intéressant d'aller vers les oméga 9 des huiles que pour les graisses animales qui vont vous aider à cuisiner, même si chez nous, on cuisine aussi avec la graisse de canard. Mais voilà, on va plutôt privilégier les huiles type huile d'olive pour la cuisson. L'huile d'olive tient bien la cuisson, il n'y a aucun problème dans le fait de la faire cuire. Et elle nous apporte oméga 6 et oméga 9, voilà, qui sont intéressants.
les plus importantes et celles dont on est carencé, la plupart d'entre nous, sont plutôt les oméga-3. C'est pour ça qu'on vous parle des oméga-3, c'est parce qu'en fait, on n'en a pas assez. C'est pour ça qu'on vous en parle. Les oméga-3, on va les retrouver dans les huiles, donc généralement, plutôt les huiles type l'huile de noix, l'huile de colza, c'est les deux plus faciles à trouver et les deux plus abordables financièrement. On va plutôt prendre des huiles de très bonne qualité, je vous conseille de prendre bio, c'est toujours plus intéressant. Première pression à froid pour les huiles qui sont créées à froid, comme l'huile de colza, c'est pas vrai pour la noix, elle sera chauffée dans tous les cas. Mais il en existe d'autres. Il existe l'huile de caméline, par exemple, l'huile de lin, qui sont des huiles qui sont extrêmement riches en oméga-3. Ces huiles sont très fragiles, elles n'aiment pas la chaleur, elles n'aiment pas la lumière, elles vont rancir assez facilement. Donc, il vaut mieux les mettre au frigo. Si elles durcissent, ça n'est pas grave du tout. C'est même mieux pour elles pour qu'elles se conservent. Ce sont des huiles qui sont généralement un peu chères, mais qui sont vraiment très riches et très intéressantes au niveau de leurs apports. Et on va avoir aussi les mêmes sources d'oméga-3 via l'avocat et tous les oléagineux, les noix, les noisettes, les amandes, qui vont être des grandes sources d'oméga-3. Et les autres porteurs d'oméga-3 seront les poissons gras dont j'ai parlé tout à l'heure. Les sardines, les maquereaux sont les moins chers, les plus petits, ils sont très intéressants. Et ensuite, vous allez sur tout le panel des poissons gras qui existent, les harengs, par exemple, qui sont beaucoup consommés dans le nord de l'Europe. Vous allez avoir tous les poissons oranges, donc les poissons type saumon, truite. Alors, le saumon, méthode d'élevage un peu compliquée, ça s'améliorera peut-être un jour. En tout cas, aujourd'hui, le saumon, ce n'est pas l'aliment à consommer en priorité, ou alors le prendre de très bonne qualité, plutôt bio si vous pouvez, mais alors là, on monte dans des catégories de prix qui sont vraiment très impressionnantes. Vous pouvez avoir de la truite qui va être toujours un petit peu moins chère. On produit de la truite en France avec des conditions sanitaires qui sont un peu plus intéressantes que ce qu'on peut retrouver comme élevage du saumon dans d'autres pays. Voilà, tout est possible. C'est un peu moins cher quand même que le saumon aujourd'hui. Si on veut avoir de la bonne qualité, c'est possible. Et puis, vous avez des poissons qu'on va consommer un peu moins souvent et qui sont locaux. Par exemple, l'anguille, qui est un poisson qu'on ne consomme pas tous les jours. Je ne sais pas si certains d'entre vous en ont déjà mangé. Selon là où vous habitez, il n'y en a pas forcément. Bon, voilà, il existe plusieurs poissons gras. Le poisson gras, les recommandations, c'est une fois par semaine. Et une boîte de sardines une fois par semaine, c'est super déjà, en fait. Donc misez sur ça. Et ensuite, avoir ces huiles intéressantes, donc j'ai dit noix, colza, caméline, lin ou autres. Hein. Vous savez, vous allez dans les magasins dans les magasins bio, je ne vais pas citer de marque non plus, ils en ont pour les bébés, souvent les huiles pour bébés, c'est des super huiles parce que c'est des huiles qui sont riches en oméga-3. Voilà. Tout ça, c'est des choses qui peuvent aider à avoir des huiles qui vous apportent non seulement des bons gras pour le système cardiovasculaire, mais aussi des choses qui vont limiter les inflammations, donc limiter les douleurs que vous allez pouvoir avoir, qui sont liées aussi à cette présence de la ménopause. Et tout à l'heure, on parlait de constipation. La constipation, elle est aussi diminuée lorsqu'on a une bonne consommation de matières grasses. Si on a une alimentation qui n'est pas assez riche en bonnes matières grasses, on va aussi avoir des difficultés à aller à la selle. On parlait aussi de la sécheresse cutanée, la sécheresse des cheveux. Et ben ça aussi, ça nourrit de l'intérieur. Les oméga-3 et toutes les bonnes graisses vont nourrir nos cheveux, notre peau de l'intérieur pour diminuer un petit peu cette sécheresse. Mais ça ne fera pas tout. Donc, voilà pour cette question des matières grasses qui est quand même assez importante. Et je parlais de la constipation aussi tout à l'heure. Alors là, le principe, c'est vraiment, et vous allez voir, ma boucle est bouclée, la première des choses qu'on puisse faire pour pouvoir aider notre corps à être un peu moins en difficulté sur la motricité de l'intestin, c'est de marcher. Et c'est d'avoir une activité physique. Lorsque l'on marche, on masse notre intestin et donc on l'aide à faire avancer le bol alimentaire tout au long de ce tuyau. Et donc, voilà, la boucle est bouclée, il faut absolument avoir de l'activité physique. Vous n'avez pas le choix, c'est comme ça. Votre corps vous le demande, c'est lui qui le dit, c'est pas moi. Donc, la première des choses, c'est ça, mais c'est pas la seule. Vous pouvez peut-être avoir, déjà, peut-être faire attention à votre consommation d'eau. Ah oui, il y a ça qui se joue aussi. Alors ça, c'est vrai avec la ménopause, mais c'est vrai plus on vieillit, plus c'est vrai. En fait, on va fabriquer un peu moins de salive et on va avoir des récepteurs dans notre gorge et dans notre bouche qui vont diminuer. Donc, les récepteurs de la soif diminuent. Donc déjà, on ne boit pas tous exactement autant qu'on devrait. Plus on va passer derrière la ménopause et plus on va avancer et moins on aura envie de boire. Malgré tout, on a toujours besoin d'autant d'eau, même parfois plus, puisque je vous ai dit qu'il y avait souvent de la rétention d'eau qui allait se passer, et la rétention d'eau demande à ce qu'on boive encore plus d'eau. C'est-à-dire qu'un corps qui fait de la rétention d'eau, c'est un corps qui a soif. Donc, il faut absolument boire. Donc, il va falloir faire attention à cette gestion de la boisson.
Ah ouais, merci Benjamin, tu vois, j'ai envie de faire pareil, moi aussi. Euh, Cette gestion de la boisson, elle est hyper importante. Il faudra avoir de l'eau régulièrement proche de nous. 1 litre, c'est le minimum. On est plutôt à 1,5 litre, voire 2 litres maximum dans la journée, en fonction de la chaleur. S'il fait chaud, comme cet été, par exemple, on peut même encore augmenter nos apports d'eau. Mais 1,5 litre, c'est le bon moyen qu'il faut viser. Avec les eaux aussi qu'on utilise pour faire le thé, le café, la tisane dans la journée, si on boit des boissons chaudes. Ça, c'est vraiment la première des choses. Quand je suis constipée, je vais voir si je bois assez. Parce que souvent, c'est rien que ça suffit pour avoir des difficultés au niveau de la constipation. Et puis, je vais faire attention aussi à avoir un apport de fibres suffisant. On a besoin de 25 grammes de fibres, 20-25 jusqu'à 30 grammes de fibres par jour, sachant que lorsque je mange des légumes midi et soir, j'ai à peine 15 grammes de fibres. Donc, ça ne suffit pas. Vous voyez, il faut vraiment que j'ai absolument d'autres sources de fibres dans mon alimentation, que ce soit via, pourquoi pas, du son d'avoine, des céréales, du pain complet, plutôt du pain aux céréales. Voilà, toutes ces choses que je vais pouvoir modifier, qui ne sont pas des grosses modifications. Je vais pouvoir aussi peut-être manger des céréales plutôt complètes, manger un peu plus de légumineuses dont on parlait tout à l'heure, qui sont aussi très riches en fibres. Je vais manger des fruits régulièrement aussi, qui sont riches en fibres, certains plus que d'autres. Tout ça, c'est ce qui va me permettre d'avoir aussi un bon transit et de réguler ce transit. Si jamais il est encore compliqué à réguler, il y a aussi tous les produits fermentés qui peuvent avoir un impact et un intérêt réel pour nous aider à avoir, on va dire, une flore intestinale en bon état. Donc, tout ce qui va être produits fermentés type fromage, mais tous les légumes fermentés, ça marche aussi, de la choucroute par exemple, ou d'autres légumes lacto-fermentés que je vais pouvoir manger, et aussi les boissons fermentées, type kéfir, kombucha, qui sont des choses qui peuvent nous aider à réguler aussi notre transit en apportant des pro et des prébiotiques dans notre intestin. J'ai dit déjà beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a des choses que je n'ai pas dites? Ah si, ah voilà, si, la chose la plus importante que je n'ai pas dite, bien sûr. Vous avez toute cette notion de je vais prendre du poids à la ménopause. Et là, je vous ai expliqué pourquoi est-ce que ça arrivait. Et pourquoi est-ce que parfois, et bien en fait, même en faisant très attention, ça arrive. Il est important, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui génétiquement vont avoir plutôt tendance à prendre du poids naturellement, parce que génétiquement, ils sont prévus pour être plus ou moins gros en fonction des situations. Il y a une chose que les médias ne vous transmettent pas, et j'espère que ce sera de moins en moins vrai, c'est qu'en fait, on ne choisit pas son poids. Le poids qu'on fait, c'est le poids que notre corps a envie de faire. Alors parfois, c'est la résultante de nos comportements alimentaires, mais lorsque l'on fait tout bien, je fais du sport, je mange équilibré, mon alimentation correspond à ce dont j'ai besoin, et je ne fais pas le poids que j'aimerais faire. Bah oui, mais parfois c'est comme ça, en fait. Alors je sais, c'est pas facile à accepter, et puis c'est pas facile à comprendre. Malgré tout, un jour, les médias finiront par transmettre ce message-là parce que en fait, il y a un poids qu'on appelle le poids de stabilité ou le set point en anglais, qui est un poids que notre corps va atteindre, dans lequel il sera bien et duquel il n'aura pas envie de bouger. Et il ne correspond pas toujours au poids qu'on a dans notre tête, au poids qu'on a envie de faire dans notre tête. C'est comme ça. On ne peut pas être et avoir été. Parfois, on a été très mince à une époque de sa vie et puis on ne l'est plus après. Et on aura beau lutter et nager à contre-courant tout le reste de sa vie. Moi, j'ai des patients parfois qui arrivent dans mon cabinet, ça fait 40 ans qu'ils sont au régime et depuis 40 ans, ils ne font toujours pas le poids qu'ils ont envie de faire. C'est juste parce que votre corps, ce n'est pas le poids qu'il a envie de faire lui. Et ça, je n'ai pas de solution parce qu'en fait, c'est comme ça. C'est génétiquement prévu. On ne peut rien y faire ou pas grand-chose. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas belle et ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de valeur, ça ne veut pas dire que vous n'arrivez pas à faire des choses bien dans votre vie. Ça veut juste dire que le poids, ça n'est qu'un chiffre sur une balance et que ça ne correspond pas à grand-chose d'autre qu'un chiffre sur une balance. C'est une masse, voilà. Ça ne donne pas ni votre valeur, ni votre capacité à faire des choses, c'est juste une masse. Et malheureusement, la ménopause nous renvoie encore plus fort ce boomerang de « je n'ai pas toujours la maîtrise à 100% de mon poids », mais parce qu'en fait, je ne suis pas prévue pour avoir la maîtrise à 100% de mon poids. C'est comme ça, on ne peut pas toujours le rappeler. On ne peut pas toujours choisir ce poids-là. Et c'est important que vous l'entendiez. Je ne suis pas la seule à porter ce message-là. Ce n'est pas une question de devoir absolument baisser les bras, parce que parfois,
percevez ce message-là comme un message de baisser les bras, ce n'est pas la peine de faire des efforts. Non, mettez en place des actions de santé, mettez en place des actions qui sont importantes pour vous. Faites en sorte que voilà, vous alliez vers des choses qui sont en accord avec vos valeurs, on va dire ça comme ça. Mais parfois, n'allez pas nager à contre-courant pour les 4 ou 5 kilos qui, aujourd'hui, vous embêtent, mais qui, en fait, doivent être là parce que votre corps, lui, il a envie qu'ils soient là. Parfois, c'est comme ça. Et parfois, on se tue à faire des efforts pour arriver à un poids qu'on pense être le bon. Et en fait, notre corps, il ne veut pas rester à ce poids-là, ça ne marche pas et c'est des efforts infinis. Si vous êtes bien comme ça, pourquoi pas? Mais parfois, vous n'êtes pas bien comme ça, c'est même très fatigant pour vous et ça détruit une partie de votre estime de vous, alors que juste simplement en acceptant que ces 4 ou 5 kilos sont là et qu'en fait, ils sont comme ça, c'est la vie, en fait, on se sent parfois un petit peu mieux avec ça. N'hésitez pas à aller vous faire aider par un psychologue, par un diététicien. On est formé à ce type d'aide en général pour accepter de trouver les actions qui sont importantes pour nous et d'accepter que parfois ce poids-là n'est pas exactement celui qu'on aurait voulu faire, mais qu'en fait, on n'est pas si mal dans celui-là. C'est ça qui est important. Je pense que j'en ai dit beaucoup, Benjamin. Ah, c'est parfait, merci. Puis c'est bien d'insister là-dessus, effectivement. Alors, on a un sujet sur les probiotiques. Ah, Elisabeth nous dit, on m'avait déconseillé les probiotiques après les chimios. Et Anita, alors je pense que c'est en réponse à ça, dit, et moi justement, après une chimio, pour aider une meilleure élimination des toxiques, on lui en avait recommandé alors. Alors, moi, j'ai plutôt tendance à les recommander après les chimios parce que justement, les chimios, c'est un peu comme quand vous prenez des antibiotiques. On vous a un peu détruit votre flore intestinale. Si on remet du pré et du probiotique à l'intérieur de votre intestin, souvent, ça va quand même aider à refaire un peu la flore intestinale. Moi, je suis plutôt lu l'inverse. Ok. Ouais. Et oui, alors effectivement, on peut les prendre aussi pendant les chimios. Il n'y a pas de problème au fait de les prendre pendant les chimios. C'est juste que chaque cycle de chimio va les redétruire, en fait. Mais ça permet souvent d'avoir un meilleur état intestinal et d'avoir moins de constipation, moins de diarrhée pendant les chimios. Donc, non, moi, je ne suis pas du tout... rediscutez-en. Je ne sais pas qui vous avez déconseillé de le faire, mais rediscutez-en avec votre médecin. Moi, je pense qu'il sera plutôt favorable au fait de reprendre des probiotiques derrière. C'est l'oncologue. Ouais. Chacun voit des choses différemment. Mesdames, est-ce que vous avez des questions? Il nous reste 7 minutes sur ce webinaire pour pouvoir répondre à vos questions. Julie a balayé pas mal d'effets secondaires de la ménopause et de tout ce qui peut vous impacter en ce qui concerne en tout cas l'alimentation. Donc n'hésitez pas si jamais vous avez encore des petites interrogations, c'est le moment. On est là. Alors, Delphine, est-ce que les sports à pratiquer doivent être des sports à choc pour éviter l'ostéoporose? Alors, ça, pour le coup, c'est pas trop à moi de vous dire. Je pense qu'il faut varier ses sports et pas faire tout le temps la même chose. Moi, dans mon approche à moi, l'important, c'est que vous ayez du mouvement et que vous mettiez votre corps en situation d'utiliser les muscles pour pouvoir recréer du muscle. Malgré tout, derrière, si je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas kiné ni coach sportif, je ne pourrais pas vous dire à quel point les sports à choc sont plus intéressants que les autres. J'aurais tendance à dire que si vous êtes en surpoids, les sports à choc sont plutôt à éviter et qu'il va falloir plutôt les mettre de côté. Mais ça, encore une fois, parlez-en avec le kiné, parlez-en avec les personnes qui connaissent votre corps et qui savent vous en être. C'est souvent eux qui sont le meilleur conseil. Oui, on a des interventions d'une kinésithérapeute, Jocelyne Roland, sur ma maison Rosop, donc n'hésitez pas à regarder les prochains webinaires. Effectivement, elle aborde souvent justement la remise à l'activité physique pendant ou après les traitements, donc ça pourra vous donner des pistes. Christine nous dit, pendant ma chimio, j'ai perdu 9 kilos. Depuis la fin de la chimio, je me mets à regrossir. Est-ce normal? Ah ben, si les 9 kilos que vous avez perdus viennent de votre poids d'équilibre et puis que vous avez perdu ces 9 kilos, ça me semble normal que votre corps ait envie de retourner à son poids d'équilibre. Voilà, c'est complètement normal. Votre corps, il a un poids dans lequel il se stabilise et à partir du moment où il se stabilise à ce poids-là, il a envie d'y retourner. Et c'est toujours le poids le plus haut que vous avez fait la plupart du temps. Donc, est-ce que ça vous embête? Ça, c'est possible. Est-ce que votre corps a envie de le faire? Oui, il a envie de le faire. Nathalie demande, c'est vrai, on n'a pas parlé des douleurs articulaires. Oui. Quel produit laitier privilégier? Alors, c'est la seule chose qu'on peut reprocher aux produits laitiers, c'est qu'ils sont
un petit peu pro-inflammatoire. Ça, on le sait, c'est dans la littérature scientifique. Il y a certains patients qui vont avoir du mal à consommer des produits laitiers de vache qui seraient un peu plus pro-inflammatoires que d'autres. Ça, franchement, je ne sais pas. Pour moi, ils sont tous riches en hormones, vu que c'est tous des laits qui nourrissent des bébés. Mais certaines personnes vont trouver un mieux en limitant les produits laitiers de vache. Donc, essayez, si ça vous voyez si ça vous soulage ou pas. Ne n'utilisez que des produits laitiers à base de chèvre ou de brebis. Pourquoi pas? En fait, tout est tentable, enfin, on peut tout essayer dans l'alimentation parce qu'il y a des choses qui nous conviennent à nous, qui conviennent pas forcément aux autres. Donc, malgré tout, tout est complètement possible. Vous pouvez tout essayer, voir si, en éliminant pendant 1 mois les produits laitiers de vache, par exemple, vous vous sentez mieux. C'est que peut-être que chez vous, ça a un effet. Voilà. Je n'ai pas de recommandation particulière, mais je sais qu'il y a plein d'autres gens qui peuvent le dire. Donc, pourquoi pas? Anita demande si les consultations avec les diététiciens et diététiciennes sont prises en charge. Alors, normalement, elles ne le sont pas. En France, la nutrition n'est pas remboursée. Ni nous, ni les médecins. D'ailleurs, les médecins sont remboursés pour autre chose, mais pas pour la nutrition. Par contre, il y a beaucoup de mutuelles qui prennent en charge. Donc ça, il faut se rapprocher de sa mutuelle pour savoir ce qu'ils prennent en charge. Alors, je ne sais pas, Bérémine, tu dois peut-être savoir mieux que moi où on en est. Normalement, l'État devait prendre en charge des consultations post-cancer pour aider les gens. Normalement, on devait faire partie de la boucle. Moi, je ne fais pas partie de la boucle, donc je ne sais pas, où on en est, voilà, de tout ça. Tu sais, Moi toi, non plus. Benjamin? Non, moi non plus, mais du coup, je vais me renseigner effectivement. Et sinon, on peut vous orienter plus vers des associations, du coup, ou dans Ouais. votre centre de soins aussi, ça peut être pris, Là où vous êtes vous pouvez avoir des suivi, consultations. voilà, là où vous êtes suivi dans votre centre d'oncologie, normalement, vous avez des diététiciens. Alors, il n'y en a pas partout, mais il peut y avoir des diététiciens. Vous pouvez demander à avoir un rendez-vous, ça peut être pris en charge. Vous avez des associations comme la Ligue contre le cancer, par exemple, qui proposent des rendez-vous avec des diététiciens. Donc, voilà, tout est possible. Catherine demande que penser des compléments alimentaires à base d'acide hyaluronique. Alors, c'est absolument pas du tout ma spécialité. Je sais, je vais pas vous dire de bêtises, je sais pas. Voilà. Je pense qu'il faut que vous en parliez avec le pharmacien qui va peut-être pouvoir vous donner des idées de si c'est bien ou si c'est pas bien. Mais moi, en micronutrition, je suis pas très calée parce qu'on n'en fait pas pendant notre formation. Et j'avoue que c'est pas ce que j'ai fait après la formation. Voilà. Peut-être dans quelques années, je vous dirai si c'est bien ou pas. Désolée, je peux pas répondre à cette question. Je suis désolée. C'est bien aussi de ne pas savoir tout, on ne peut pas être spécialiste en tout. Cécile nous dit, sans parler d'allergie, y a-t-il une intolérance plus grande au gluten avec la ménopause? Ballonnement, fatigue, ou est-ce que c'est simplement le fait de l'âge qui rend la digestion plus difficile? Alors, je pense que c'est plutôt le fait de l'âge qui modifie la digestion, qui fait que c'est un peu plus compliqué, mais vous pouvez avoir cette sensation d'être intolérante au gluten. Vous pouvez sentir que quand vous mangez des produits à base de blé, c'est plus compliqué pour vous pour les digérer. L'important, ça va être de les diminuer le plus possible, parce qu'en fait, on a quand même une culture du blé, donc on en mange énormément, beaucoup plus que ce qu'on imagine. Donc, vous pouvez essayer de les chasser un petit peu, pas forcément en les éliminant complètement, mais en chassant une partie, pour rien que pour voir si en mangeant moins souvent, rien que ça disparaît pas un petit peu. Mais oui, en fait, votre système digestif, globalement, est un petit peu moins efficace après la ménopause. Très bien. Eh bien, merci Cindy pour votre témoignage. Ravie que justement Julie ait pu dire tout haut qu'il faut accepter ce poids qui n'est pas forcément celui que vous souhaitez. Donc merci Julie d'avoir mis le doigt dessus parce que je pense que c'est quelque chose d'important pour nous toutes, vous toutes, nous toutes. C'est vrai tout le long de la vie, hein, c'est pas vrai qu'avec la ménopause. C'est pour ça que je m'inclus. Oui, moi aussi, je suis pas ménopausée encore. Mais oui, c'est la vie, c'est comme ça. Merci à tous. Merci beaucoup Julie. On se retrouve donc la semaine prochaine pour parler du sucre. Et puis tout le programme du mois de décembre est disponible sur le site. On va cuisiner. Voilà, on va parler de repas de Noël. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis on se retrouve bientôt pour d'autres webinaires avec nos autres intervenants. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne après-midi, un bon appétit. Au revoir à tous.